Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Mercredi dernier, les enseignants de l'intersyndicale éducation se sont rassemblés à Paris pour exprimer leur désaccord avec le pacte enseignant voulu par le président Emmanuel Macron. Ying Huang de l'émission Esprit français était sur place pour en savoir plus sur les motifs de leur mécontentement. Mercredi dernier, les professeurs de l'intersyndicale de l'éducation se sont rassemblés à Paris pour dire non au pacte d'enseignement proposé par le président Emmanuel Macron. Alors on est là parce qu'il y a un projet qui s'appelle le pacte, qui est mis en place dans plusieurs pays, pas uniquement dans la France, et qui consiste à faire que les professeurs vont se faire concurrence entre eux. Et le gouvernement propose à certains professeurs de signer un accord. Et s'ils signent cet accord-là, eh bien, ils vont perdre énormément de choses. C'est-à-dire qu'ils perdront leur statut de fonctionnaire et leur liberté pédagogique. Et donc il va y avoir deux catégories de professeurs, ceux qui ont signé et ceux qui n'ont pas signé. Donc ça va introduire une guerre au sein de l'éducation nationale qui va être absurde, on va se détruire nous-mêmes. Le pacte enseignant, c'est des mesures salariales, mais qui en fait sont du travailler plus pour gagner plus. Il faut que les enseignants prennent du travail en plus pour avoir des éléments de paye en plus. Et nous, ça ne nous convient pas parce qu'on pense que ça dégrade les conditions de travail, alors qu'on a déjà beaucoup d'enseignants qui sont en situation d'épuisement professionnel. Outre le pacte, d'autres réformes du président Macron sont aussi largement rejetées par les enseignants. Selon Clément Poulet, professeur de français et représentant de Force ouvrière, la réforme des retraites ne passe toujours pas auprès des Français. D'autre part, des sujets controversés divisent les enseignants. C'est le cas notamment des campagnes de prévention des LGBT-phobies en milieu scolaire. Le problème, je pense qu'il y a pas mal d'intervenants dans les classes de l'éducation nationale, mais d'après ce que j'ai compris, qui interviennent seuls. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'ils vont dire aux élèves, aux enfants. Et ils abordent des sujets qui sont très sensibles. Et je pense que ça doit être beaucoup plus contrôlé, ce qui se passe, notamment parce qu'il y a une tendance à faciliter, par exemple, le changement de sexe pour les enfants, qui est excessivement mauvaise, parce que tous les jeunes enfants, surtout les adolescents, sont un peu incertains, ce qui est parfois normal, par rapport à l'identité sexuelle. Et aujourd'hui, on les pousse à devenir hommes s'ils sont femmes, ou l'inverse. Et ça, je trouve que c'est très dangereux. Et il y a beaucoup de jeunes qui font ce changement de sexe et qui le regrettent profondément. On l'a vu ce que ça a donné à à la clinique Tavistock aux États-Unis, en Angleterre, pardon, qui a été fermée. Il y a eu 10 000 plaintes d'enfants qu'on a pratiquement, on leur a dit du jour au lendemain, on les a vus pendant 1 heure, et puis après on a commencé à leur donner des médicaments pour changer. Et c'est juste pas possible. Donc on est peut-être. Et aujourd'hui, ce courant-là est très fort en France et il participe à la désorientation des jeunes qui déjà ont suffisamment de problèmes d'identité comme ça pour pas en rajouter. C'est pas le rôle de l'école de dire aux élèves ce qui est bien ou ce qui est pas bien en matière de vie privée. Après, il y a le discours et l'éducation qui est faite dans les écoles françaises ne vise pas à changer les pratiques des gens. Ça vise juste à s'assurer qu'il n'y a plus de discrimination et de harcèlement. C'est quelque chose qui en fait les rapproche de la réalité, et qui permet, en parlant avec les autres, d'éviter qu'ils soient choqués, parce que c'est quelque chose qui existe déjà. Ma position personnelle, elle est tout à fait à l'opposé de toute transmission idéologique dans l'éducation. On fait de l'éducation, on apprend la connaissance, on diffuse de la culture, on apprend à réfléchir, mais on n'est pas là pour faire passer un message idéologique, quel qu'il soit. Concernant le pacte enseignant, l'intersyndicale Voix Pro appelle les personnels à se mobiliser demain 6 juin pour s'opposer au projet de réforme. En Allemagne, les consommateurs ressentent la pression liée à la récession avec les prix des denrées alimentaires qui ne cessent d'augmenter. Les banques alimentaires font donc face à une demande accrue, même si l'inflation a diminué. De longues files d'attente se forment dans cette banque alimentaire de Berlin. La coordinatrice a constaté une augmentation du nombre de personnes demandant de l'aide. Maintenant, il y a des gens qui viennent et qui sont à la limite de leurs revenus. Ils disent que les prix ont tellement augmenté. Et maintenant, ils savent ou ont entendu dire qu'ils peuvent avoir droit à la banque alimentaire, alors ils viennent. Avant, ils s'en sortaient avec leur propre argent.
En Allemagne, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 15% en mai. L'inflation est maintenant retombée à environ 6%. Les économistes estiment qu'il faudra de nombreux mois avant que les consommateurs ne voient les changements se refléter sur les prix. Au milieu de l'année 2021, les craintes d'une invasion russe en Ukraine ont fait grimper les prix du gaz naturel et du pétrole. L'économie mondiale a rebondi après la pandémie, ce qui a mis à rude épreuve l'approvisionnement en pièces détachées et en matières premières. Nous aidions 100 à 120 foyers jusqu'à ce que la guerre éclate en Ukraine. Aujourd'hui, nous en sommes à 200. Mais nous parvenons à donner à tous ceux qui viennent ici un sac de fruits et légumes, de la viande, des yaourts, des produits végétariens, tout ce que nous pouvons collecter. Alors que les problèmes énergétiques et d'approvisionnement se sont résorbés, les salariés réclament aujourd'hui des revenus plus élevés. En conséquence, les entreprises choisissent d'augmenter les prix, obligeant les consommateurs à plus de prudence. Eh bien, je dirais que je suis devenue plus attentive aux prix et je fais plus attention à l'endroit où je fais mes courses. Par exemple, en début de semaine, je planifie toujours ce que je vais cuisiner et puis je fais mes courses. Par ailleurs, il arrive que l'on fasse des achats impulsifs en dehors de ça. Maintenant, je les évite. L'économie allemande s'est contractée de 0,3% au cours du premier trimestre de l'année. Ce recul fait suite à celui enregistré au dernier trimestre 2022, ce qui signifie que la première économie d'Europe est entrée en récession. La Suède s'efforce de rejoindre l'OTAN depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Disposant d'une force sous-marine depuis 1903, le pays nordique promet de renforcer la sécurité de l'Alliance dans la mer Baltique grâce à ses sous-marins. Amarré à la plus grande base navale de Suède, le HMS Gotland est l'un des 3 sous-marins de ce type exploités par la marine du pays. Le commandant de la première flottille sous-marine suédoise a déclaré que le pays nordique disposait d'une force sous-marine depuis près de 120 ans. Tout au long de cette période, nous avons été autosuffisants en matière de technologie, de formation des équipages et d'expérience environnementale. Je dirais donc que dans l'ensemble, c'est ce qui fait l'efficacité de la force sous-marine suédoise. Le responsable des collections du musée naval suédois a déclaré que le pays avait réduit ses forces armées après la guerre froide. La flotte est aujourd'hui assez petite par rapport à ce que nous avions dans les années 70 ou 80. Mais heureusement, elle est plus puissante vaisseau contre vaisseau, pour ainsi dire. La Suède possède un littoral de près de 3200 km. La chef de la Royal Navy suédoise a déclaré que la Russie avait intensifié ses activités en mer Baltique depuis 5 ou 6 ans. Nous surveillons cette zone, nous y sommes, nous travaillons en collaboration avec d'autres nations. La Suède entend consacrer 2% de son PIB à la défense d'ici à 2026 pour accroître sa capacité militaire sur terre, en mer et dans les airs. Elle doublera également le nombre de conscrits pour le porter à 50 000 d'ici à 2035. Nous avons besoin à la fois de nous développer, et c'est peut-être plus une question de capacité que d'aptitude, mais nous devons aussi agir avec les autres. La Suède et la Finlande ont toutes deux demandé à adhérer à l'OTAN après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Finlande est devenue membre en avril, tandis que la candidature de la Suède a été retardée en raison des objections de la Turquie et de la Hongrie. Entre-temps, les troupes suédoises ont continué à s'exercer avec des troupes d'autres pays et ont accueilli un exercice majeur des forces internationales au printemps. Le pays nordique espère que ces sous-marins donneront à l'alliance militaire un avantage stratégique en mer Baltique. Nombreux sont ceux qui se demandent si la Russie pourrait avoir recours à l'arme nucléaire au cas où son invasion de l'Ukraine ne se déroulerait pas comme prévu. Le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan a expliqué comment les États-Unis comptent prévenir une éventuelle guerre nucléaire. Jason Perry de NTD nous donne les détails. Daryl Kimball de l'Association pour le contrôle des armes cite un récent sondage sur YouTube dans lequel on demandait aux gens quelles pourraient être, selon eux, les principales causes de la fin potentielle de la vie sur Terre. Quel était le sujet le plus souvent cité? C'était les armes nucléaires et la guerre nucléaire. Afin de prévenir une éventuelle guerre nucléaire, les États-Unis et la Russie ont conclu en 2010 le traité Nouveau Départ. Ce traité exige une certaine transparence sur les données nucléaires entre les deux pays et autorise l'inspection de leurs armes nucléaires. Il fixe également des limites au nombre d'armes nucléaires que chaque pays peut posséder.
Mais en février 2023, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie ne participerait plus à ce traité. Peu après, la Russie a commencé à transférer des armes nucléaires tactiques au Bélarus. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, explique la situation. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à ce que notre président appellerait un point d'inflexion dans notre stabilité et notre sécurité nucléaire, qui exige de nouvelles stratégies pour atteindre le même objectif que celui que nous poursuivons depuis la guerre froide, à savoir réduire le risque de conflit nucléaire. Selon lui, les États-Unis n'ont pas besoin de plus d'armes nucléaires pour prévenir une guerre nucléaire. Nous investissons dans des capacités non nucléaires de pointe qui nous aideront à maintenir notre avantage militaire pour les décennies à venir. Des capacités telles que des missiles hypersoniques à armement conventionnel qui peuvent atteindre des cibles de grande valeur lourdement défendues. Et des capacités telles que de nouveaux outils spatiaux et cybernétiques qui aideront les États-Unis à conserver leur avantage dans tous les domaines. La Russie n'est pas la seule menace nucléaire potentielle. Selon le Pentagone, le régime chinois est susceptible de plus que tripler son arsenal nucléaire pour atteindre 1500 têtes d'ici à 2035. Mais ni la Russie ni la Chine n'ont accepté de discuter avec les États-Unis au sujet des armes nucléaires. Nous avons affirmé notre volonté d'engager des discussions bilatérales sur le contrôle des armes avec la Russie et la Chine sans conditions préalables. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire que l'absence de conditions préalables ne signifie pas l'absence de responsabilité. Nous continuerons à tenir les puissances nucléaires responsables de leur comportement imprudent et nous continuerons à tenir nos adversaires et nos concurrents responsables du respect des accords nucléaires. Sullivan a également déclaré qu'il travaillait à la modernisation des capacités nucléaires de l'OTAN, notamment en certifiant que les avions F-35 étaient capables de lancer des bombes nucléaires modernes non guidées. Jason Perry, NTD Actualité. Venons-en maintenant au Royaume-Uni. Le chef du renseignement de la défense britannique a récemment averti que la Russie resterait la principale menace pour le Royaume-Uni jusqu'à la fin de la décennie, mais a déclaré que la Chine poserait le plus grand défi à partir de 2030. Jane Werrell de NTD nous en dit plus sur ces déclarations. Le chef des services de renseignement de la Défense a récemment déclaré que la priorité de la Grande-Bretagne en matière de sécurité devait être la Russie, et ce jusqu'en 2030, date à laquelle l'attention devrait se porter sur la Chine. Adrian Bird a déclaré que la Chine allait concurrencer plus directement le Royaume-Uni dans des domaines tels que les semi-conducteurs et les terres rares. Son armée, ses services de renseignement et ses capacités scientifiques constitue une menace croissante. En 2015, l'ancien Premier ministre britannique David Cameron avait annoncé un âge d'or entre le Royaume-Uni et le régime chinois, une ère que le Premier ministre actuel, Rishi Sunak, a déclarée révolue. Je me suis entretenu avec le directeur d'une association de recherche sur les relations entre le Royaume-Uni et la Chine. Il affirme que les choses ont changé depuis Cameron. Ce que nous avons vu au cours de la période allant de 2014 à 2017-2018, c'est une sorte d'adhésion irréfléchie ou des partenariats, une collaboration, etc. avec le PCC sous Xi Jinping. Je pense que cette époque est révolue et que nous en avons appris suffisamment pour faire preuve d'un peu plus de prudence. Selon lui, bien que cette époque soit révolue, le Royaume-Uni n'en a pas encore tiré toutes les leçons. Nous ne sommes pas encore assez au fait de ce qui se passe en Chine sous le PCC de Xi Jinping. Et je pense que nous n'avons toujours pas la capacité de faire des choses utiles, comme prédire ce qui pourrait changer ou prédire ce qui pourrait se passer en ce qui concerne Taïwan, etc. Adrian Bird a déclaré qu'à l'instar des alliés les plus proches du Royaume-Uni qui ont pris des mesures pour contrer l'influence déstabilisatrice de la Russie en Europe et soutenir l'Ukraine, le Royaume-Uni doit être attentif aux défis posés par la Chine. Jane Werrell, NTD Actualité, Londres. Et toujours en Angleterre, les Albanais constituent désormais la deuxième plus grande population carcérale après les ressortissants britanniques eux-mêmes. Cette situation survient alors que des dizaines de milliers de migrants entreprennent le périlleux voyage en mer de la France vers l'Angleterre. Un reportage de Malcolm Hudson de NTD. Le nombre d'immigrés clandestins albanais dans les prisons britanniques a presque doublé en 4 ans, selon une analyse de Epoch Times. Cette augmentation est en partie due à l'afflux de personnes traversant la Manche de la France vers l'Angleterre, à bord de petites embarcations. Nous parlons de dizaines de milliers de migrants qui traversent la Manche, de plus en plus chaque année, au Royaume-Uni, et un grand nombre d'entre eux sont des Albanais.
Les ressortissants étrangers albanais constituent la population carcérale la plus importante au Royaume-Uni, juste derrière les ressortissants britanniques. Selon les chiffres du ministère de la Justice, près de 1400 Albanais sont actuellement détenus en Angleterre et au Pays de Galles. Ils étaient un peu plus de 800 en 2019. Le système pénitentiaire britannique est soumis à de nombreuses pressions. Actuellement, selon Lord Bellamy, la population carcérale britannique est à 99% de sa capacité. En outre, de nombreux migrants entrés illégalement au Royaume-Uni ne respectent pas les conditions strictes de leur mise en liberté. Même la chaîne d'information albanaise Top Channel a rapporté cette semaine que le ministère de l'Intérieur lui avait révélé qu'environ 12 000 migrants albanais n'avaient pas respecté les conditions de leur mise en liberté. Certains auraient coupé leurs bracelets électroniques pour éviter d'être détectés par les autorités britanniques. Le Royaume-Uni a conclu un accord avec l'Albanie pour renvoyer les délinquants albanais dans leur pays d'origine afin qu'ils y terminent leur peine de prison. La Grande-Bretagne paiera les prisons pour qu'elle les accueille. Elle donnera également à l'Albanie 16,5 millions d'euros pour améliorer son système pénitentiaire. Cela peut sembler coûteux, mais Delvin a déclaré que c'était une situation gagnant-gagnant. Elle sera globalement moins coûteuse pour le Royaume-Uni et réduira la pression sur son système pénitentiaire. Et le système carcéral albanais sera modernisé. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres. Et la responsable confiance et sécurité de Twitter a démissionné de l'entreprise de médias sociaux. Ella Irwin avait pris la tête de ce département en novembre après la démission de Joël Roth. Elle supervisait la modération des contenus. Voyons ce qui a motivé sa décision. Ella Irwin n'a pas commenté sa démission du poste de responsable confiance et censure chez Twitter. Sa décision fait suite à la controverse suscitée par une vidéo intitulée « Qu'est-ce qu'une femme ?». Twitter avait estimé qu'elle violait les règles relatives au discours de haine et l'a interdite. Le film traite des questions de genre et de transgenre, mais Musk a qualifié cette décision d'erreur commise par de nombreuses personnes chez Twitter. Il a ajouté que le film était bel et bien autorisé. Il a ensuite tweeté « Que vous soyez d'accord ou non avec l'utilisation des pronoms préférés de quelqu'un, ne pas le faire est tout au plus impoli et n'enfreint certainement aucune loi. » Il a ajouté qu'il utilisait lui-même les pronoms préférés par simple politesse. Toutefois, il s'oppose à toute censure ou menace de violence contre ceux qui n'utilisent pas les pronoms préférés de quelqu'un. Et pour terminer, rejoignons le château de Versailles pour une promenade dans ses jardins. Ces derniers reflétaient autrefois la richesse du roi, mais ils n'étaient pas seulement symboliques, ils permettaient aussi à la cour royale de sentir bon. Andrew Thomas de NTD nous emmène explorer les senteurs des jardins de Versailles. Des parfums de roses bulgares, de menthe et d'agrumes flottent dans les narines des visiteurs de l'orangerie de Châteauneuf du Grand Trianon. Ces odeurs les transportent dans le temps. Nous avions créé un parcours des arbres admirables pour aller d'arbre en arbre visiter les jardins. Eh bien, ceux qui viendront découvrir ces jardins pourront aller de fleur en fleur pour comprendre ce qu'on aimait avant, mais ce qu'on aime aujourd'hui, puisque quand même aujourd'hui les parfums tiennent une grande place dans notre vie. Les jardins du parfumeur visent à percer les mystères des fleurs à la cour de France au XVIIe siècle. Les jardins de Versailles sont une reconstitution de la vision du roi Soleil Louis XIV. L'ancien roi de France voulait que les jardins débordent des senteurs de la fleur d'oranger et du jasmin. Plantes arrivaient par bateau des quatre coins du monde et souvent ils étaient donc amenés en France, acclimatés dans les pépinières sur les côtes de la Bretagne et de la Normandie. Le roi avait aussi une raison pratique à ses obsessions. Après la peste, les courtisans malodorants craignaient les infections d'origine hydrique et nettoyaient leur peau avec de l'alcool. Et ils dépendaient des parfums épicés des fleurs royales. Mais il existe également une explication diplomatique aux obsessions florales du roi. Ces courtisans s'aspergeaient de fleurs d'oranger pour gagner ses faveurs. Au-delà du parfum, la collection de fleurs du roi projetait également la force de la France en tant que puissance mondiale. Je remarque le plus à Versailles, c'est notamment l'orangerie royale, donc un énorme bâtiment pour conserver les orangers. À savoir, à Versailles, donc, on a 3 orangeries, la royale très connue et 2 orangeries plus petites. C'est un symbole de pouvoir parce que ces plantes ne sont pas faites pour le climat qu'il y a ici. Les jardins des parfumeurs de Versailles ont ouvert leurs portes le 30 mai. Andrew Thomas, NTD Actualité.
Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20 h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, un très bon début de semaine et une excellente soirée sur NTD.